Chers élèves, bonjour. Dans cette séance, on va vous présenter des exercices qui vont regrouper les séances de la semaine 1 à la séance 9. Donc, on va commencer par le premier exercice de restitution de savoir. Donc, on va vous présenter un schéma. Donc, vous êtes censé de légender ce schéma et puis déterminer en le justifiant le sexe de chaque fleur qui appartient à la même espèce et puis citer la structure numéro 2, vous le voyez ici, et enfin expliquer le rôle de l'abeille colliée sur les fleurs A et fleurs B. Donc, on va commencer par la première question, à savoir la légende de schéma C. Donc, vous avez un ensemble de nombres, donc les légendes qui sont numérotées. Donc, on va essayer de donner le nom de chaque, voilà, donc le nom de chaque partie. Donc, le numéro 1, ce sont les sépales, des languettes verdâtres. Et puis, le numéro 2, ce sont les pétales des languettes qui sont colorées. Le 3, ce sont les graines de pollen. Et puis, le 4, ce sont les anthères. 5 forment ce qu'on appelle le filet. Les deux éléments, le 4 et 5, forment les étamines qui sont l'organe reproducteur mâle. Donc, le 7, c'est le stigmate. Puis, le 8, vous le voyez ici, c'est le style. Et le 9, c'est l'ovaire. Le 10 forme l'ovule qui est contenu dans l'ovaire. Bien sûr, le stigmate, le style et l'ovaire forment ce qu'on appelle le pistil. Et bien sûr, l'élément qui permet de soutenir la fleur, c'est le numéro 12, le pédoncule. Maintenant, on va passer à la question 2, c'est la détermination du sexe, bien sûr, en justifiant. Donc, vous voyez que la fleur, au niveau de la fleur B, on a un style, on a un style qui renferme l'ovaire qui contient l'ovule, et au niveau de la fleur A, qui est formée par des étamines, donc il s'agit de fleurs unisuccillées, donc la fleur A, c'est une fleur mâle, tout simplement parce qu'il possède des étamines, et la fleur B, c'est une fleur femelle parce qu'il possède le pistil ou bien le gynicée. La question 3, citer deux rôles de la structure numéro 2, donc qui sont les pétales, bien sûr. Donc les pétales, elles protègent les organes reproducteurs. Il permet également d'attirer les insectes lors de la pollinisation. Donc pour la question numéro 4, expliquer le rôle des abeilles. Bien sûr, les abeilles en butinant au niveau des fleurs, elles permettent bien sûr le transport des grains de pollen de la fleur mâle vers la fleur femelle. Donc le rôle de l'abeille, c'est le transport des grains de pollen vers le stigmate pour réaliser ce qu'on appelle la pollinisation. Donc maintenant, on va passer à notre exercice. Donc on va relier chaque terme de la première colonne à la définition correspondante au niveau de la deuxième colonne. On a ici fruits, graines, albumène, embryon, œuf principal, œuf accessoire, hermaphrodite, microspore, pollinisation et fructification. Donc le fruit, donc ça correspond, donc on a un ensemble de choix. Donc vous devez choisir entre ces propositions. Donc le fruit, ça correspond au choix numéro I, ou bien avec la lettre I. Donc c'est l'organe de dispersion des plantes à fleurs renfermant une ou plusieurs graines. Maintenant la graine c'est le choix J. J, c'est l'organe de dispersion des plantes à fleurs issues de la transformation d'un ovule. L'albumène, c'est quoi l'albumène? Donc l'albumène, c'est un tissu qui est issu de la division de l'œuf accessoire. Donc c'est un tissu de réserve pour l'embryon lors de la germination.
L'embryon, c'est quoi l'embryon? Donc, ou bien la définition qui correspond à l'embryon, c'est E. Donc, c'est un tissu issu de la division de l'œuf principal et qui, bien sûr, va, lors de division mitotique, va donner l'embryon. L'œuf principal, pardon, l'embryon, c'est E. Donc, l'œuf principal, c'est G, c'est-à-dire c'est une cellule qui est issue de la fusion entre les entérozoïdes et une oosphère. L'œuf accessoire, c'est A, donc ce sont des cellules, ou bien c'est une cellule qui est issue de la fusion entre un entérozoïde et les deux noyaux des sacs embryonnaires. Hermaphrodite, c'est le choix H. Donc hermaphrodite, c'est un organe ou bien un individu qui porte à la fois les organes mâles et les organes femelles. Microspore, donc c'est le choix C. Donc ce sont des cellules issues de la myose, de la cellule mère, des grains de pollen. La pollinisation, donc c'est le choix D. Donc la pollinisation, c'est le choix D, c'est le transport des grains de pollen vers le stigmate. Et enfin, la fructification. La fructification, c'est B. Donc le dernier choix qui reste, c'est la transformation de la fleur en fruit. Donc maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Donc chez la vanille, sans l'intervention extérieure, la pollinisation n'est pas possible. Il existe une fine languette qui empêche tout contact entre les étamines et le pistil. Dans son pays d'origine, le Mexique, la fécondation elle est assurée par une petite abeille lorsqu'elle bitune la fleur. Lorsqu'il fut introduite en 1819 à l'île de la Réunion, les fleurs de vanille donneraient très rarement une gousse ou bien le fruit, moins d'une fleur sur 100. C'est en 1841 qu'un jeune esclave mit au point une méthode artificielle de pollinisation de la vanille, représentée dans le document suivant. Donc, on a ici le document, on voit ici la fleur, les composantes de la fleur. Donc, on voit ici une membrane qui masque bien sûr le pistil. Donc là, vous avez le pistil et là, vous avez les étamines. On voit nettement cette languette, cette membrane qui cache bien sûr ou bien masque le pistil des étamines. Donc là, au niveau du schéma suivant, vous voyez l'aiguille qui est inventée par l'esclave, qui permet de soulever, si vous voulez, il permet de soulever cette languette, ce qui, bien sûr, comme vous le voyez, favorise le contact entre les étamines et le pistil. Donc les étamines avec le sac pollinique. Donc au niveau du schéma 2, on voit le dépôt de pollen à la main sur le pistil après avoir bien sûr poussé cette languette à l'aide de l'aiguille. Donc les questions qu'on va vous poser, donc pour quelle raison la pollinisation de la vanille est-elle très rare en l'absence d'une intervention extérieure? Comment se faisait la pollinisation de la vanille au Mexique, pays d'origine de cette plante? Pourquoi ne peut-elle se faire à La Réunion? À partir des informations données dans le document, expliquer comment la pollinisation artificielle peut être réussie et aboutir à la formation du fruit. Donc là, bien sûr, on va répondre à la première question. Donc, pour quelle raison la pollinisation de la vanille est très rare en l'absence d'une intervention extérieure? Donc, vous voyez sur le schéma que cette languette qui masque le pistil, donc elle empêche le passage ou bien le dépôt des grains de pollen des étamines vers le stigmate dit pistil. Donc la pollinisation de la vanille est très rare à cause de la présence d'une fine languette qui empêche tout contact entre les étamines et le pistil. Donc au niveau de la deuxième question, comment se faisait la pollinisation de la vanille au Mexique, pays d'origine de cette plante? C'est-à-dire pourquoi la pollinisation réussit en Mexique et pas dans les autres pays? Donc pourquoi ne peut-elle pas se faire à l'île de la Réunion? Donc, au Mexique, d'après le texte, la pollinisation de la vanille se fait par le biais d'une petite abeille. La rareté des gousses de la vanille dans la Réunion ne peut s'expliquer que par l'absence ou bien la rareté de cette abeille dans cette île. La troisième question, à partir des informations données dans le document,
expliquer comment la pollinisation artificielle peut être réussie, aboutir à la formation du fruit. Donc bien sûr, l'utilisation de l'aiguille, comme on le voit dans le schéma précédent, elle permet de redresser la languette et par la suite, on va la coincer, ce qui va favoriser le rapprochement de l'étamine des pistils et par la suite le dépôt des grains de pollen de l'étamine vers le stigmate du pistil et par la suite la pollinisation sera réussie, ce qui va aboutir à la transformation de l'ovaire en fruit. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 3. Donc, les données de l'exercice chez les gymnospermes, comme le pain, le vent sert à transporter le pollen des cônes mâles jusqu'aux cônes femelles. Le hasard est très présent dans son mode de reproduction, tout simplement parce que les grains de pollen peuvent effectivement tomber et se trouver n'importe où. Donc là, vous voyez les cônes mâles avec la libération des grains de pollen. Donc pour pallier ce jeu de hasard, les plantes vont produire des pollens mais en très grande quantité. On peut observer ce phénomène au printemps lorsque les conifères libèrent d'importants nuages de soufre jaune comme il est représenté sur le document 1. Le document 2 représente une observation microscopique de la structure intervenant dans la reproduction sexuée chez le pain. Donc c'est le document 2 avec les chairs, bien sûr, vous le voyez ici. Donc les questions, donc que représente le nuage de soufre jaune représenté par le document 1, identifier les structures représentées par le document 2, schématiser, annoter une de ces structures et déterminer bien sûr les différentes étapes de sa formation. En quoi la morphologie de cette structure facilite l'anymogamie, c'est-à-dire la pollinisation par le vent. Donc, la première question que représente le nuage de soufre jaune représenté par le document. Donc, le nuage de soufre, donc, vous pouvez le remarquer facilement, constitue les grains de pollen disséminés par le vent. La deuxième question, identifier les structures représentées par le document. Donc, le document 2 représente les grains de pollen du pain. Donc, on a une observation microscopique des grains de pollen. Donc, on va schématiser, annoter les structures qui déterminent les différentes, bien sûr, on va déterminer les différentes étapes de la formation des grains de pollen. Donc, au niveau des schémas, on voit nettement de l'extérieur vers l'intérieur des membranes externes formées par l'intine et l'exine, et on voit des ballonnets. On va traiter les étapes de la formation des grains de pollen sous forme d'un schéma. Donc on a à partir d'une cellule mère diploïde à deuxième chromosome qui se trouve au niveau du sac pollinique, qui va subir une division méiotique qui va nous donner par la suite 4 microspores qui sont haploïdes à N chromosomes. Chacune va subir 2 mitoses successives avec différenciation pour nous donner 2 cellules protaliennes, une cellule reproductrice haploïde et une cellule végétative. Le tout, bien sûr, va nous former, après différenciation de l'intine et de l'exine, un grain de pollen avec des ballonnets. Donc, en quoi la morphologie de cette structure facilite l'anymogamie? Bien sûr, la présence des 2 ballonnets, en présence des ballonnets aérifères au niveau des grains de pollen du pain, les rend plus légers, ainsi facilement disséminés par le vent. Donc, on va avoir une anymogamie, c'est-à-dire une pollinisation par le vent. Au niveau de l'exercice 4, donc, on va traiter une algue qui est Ulva lactuca, qui est une algue verte représentée par un thalle. Donc, on va le désigner par la lettre B, qui est fixé sur des rochers. Au niveau de ce dernier, des cellules mères qui sont diploïdes vont donner des cellules haploïdes C. Ou bien par un phénomène de division Y, chaque cellule C germe et donne soit le thalle D ou le thalle E. Ces derniers sont capables de libérer dans l'eau des cellules qui sont mobiles respectivement F de grande taille et G de petite taille. Ces cellules arrivent par la suite à se fusionner pour donner une cellule diploïde petit a, capable de se transformer par germination Z en un nouveau thalle B.
Donc, voilà, on a le cycle de développement de l'UVA. Donc, vous voyez ici les lettres, donc A, B, C, puis D, etc. Donc, les questions, déterminer le nom et le rôle des phénomènes X, I, Y, donc X, Y. Déterminer le nom de la fluidité de chacune des tales BDE, donc BDE, et de chacune des cellules A, C, F et G. En vous basant sur le cycle de développement d'ULVA, établir le cycle chromosomique correspondant et préciser ses caractéristiques. Donc on va commencer par la première question. Donc la détermination du nom et le rôle des phénomènes XY. Donc X c'est le phénomène de la fécondation parce qu'on voit nettement l'union des gamètes qui donne un œuf 2N mobile à 4 flagelles. Donc c'est un planozygote, c'est-à-dire un zygote flagellé. Y c'est la méiose, donc au cours de laquelle on va assister au phénomène de la réduction chromatique et la production des spores à N chromosomes. Donc au niveau de la deuxième question, on va déterminer le nom de l'haploïdie de chacune des tales B, D et E et de chacune des cellules A, C, F et G. Bien sûr, donc puisque A c'est une zygote qui est issue de, c'est un zygote pardon, qui est issu de la fusion d'un gamète mâle et femelle, donc la ploïdie c'est une cellule qui est diploïde. Le sporophyte qui est issu du développement des zygotes sera logiquement diploïde 2N. La spore, hein, elle est issue ou formée suite au phénomène de la méiose, donc elle est haploïde. D qui est un gamétophyte mâle qui est issu de la croissance de la spore, donc c'est femelle, donc c'est un gamétophyte femelle, donc elle est haploïde. Hein. E c'est un gamétophyte mâle, donc lui-même il est issu du développement des spores, donc elle est haploïde N. Donc et enfin, ou bien l'avant-dernière lettre, gamète F, c'est un gamète femelle, donc il est haploïde. G, c'est un gamète mâle, donc il est haploïde. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 5. On va lire l'énoncé. Pour comprendre le rôle des graines de pollen, on choisit des fleurs de jeunes pieds de lavande. Numéro 1, 2 et 3. Alors, comme vous le voyez sur le schéma, sur lesquels on réalise les expériences qui sont illustrées au niveau de figure ci-dessous. Donc, comme vous voyez, au niveau de la figure 1, donc on a une fleur de lavande avec les pièces stériles et les pièces fertiles. Il s'agit en l'occurrence des étamines et des pistils ou bien de gynicées. Donc au niveau de cette fleur, on a caché le pistil et les étamines par une gaze, une sorte de tissu. Au niveau de la figure 2, c'est-à-dire au niveau de l'expérience 2, la même expérience que l'expérience 1, mais on a enlevé les anthères des étamines, comme vous le voyez. Voilà. Donc seul le pistil est caché par la gaze. Voilà. Au niveau de l'expérience 3, donc comme vous pouvez le constater, c'est à peu près la même expérience que l'expérience 2, mais avec une différence, c'est que on a, si vous voulez, saupoudré, hein, on a enlevé momentanément la gaze pour saupoudrer les étamines, plutôt saupoudrer le stigmate des pistils par des grains de pollen d'une étamine de la lavande. Au niveau de l'expérience 4, c'est à peu près la même expérience que l'expérience 3, mais au lieu de saupoudrer le stigmate du pistil par des étamines de la lavande,
on l'a saupoudré, le pistil, par des étamines, par des grains de pollen de l'étamine de tulipe. Donc, l'expérience 1, ça représente l'expérience témoin, et l'expérience 2 et 3 et 4, ce sont les expériences tests. Donc, la fleur, au niveau de l'expérience 1, elle est à l'état normal. Et on la protège avec une gaz. Elle est représentée par ce trait discontinu en bleu, qui est une étouffe ou bien un tissu qui est léger. Bien sûr, s'il s'agit d'une étouffe, donc elle est faite de fils de coton. On constate dans ce cas-là, au niveau du résultat, que le pistil se transforme en fruit contenant des grains. Donc, les conditions réalisées au niveau de l'expérience 1 permettent la transformation de la fleur en fruit avec des grains. Par contre, au niveau de l'expérience 2, le pistil il est recouvert par une gaz et on a supprimé les étamines avant bien sûr la maturation, donc c'est-à-dire avant la production des grains de pollen. Dans ce cas, on voit que le pistil ne se transforme pas en fruit contenant des graines. Au niveau de l'expérience 3, donc on recouvre le pistil par une gaz, comme vous le voyez ici. Voilà. Et on enlève les étamines avant leur maturation. Voilà, donc les fleurs sont, comme vous le remarquez, sans étamines. Et on va saupoudrer le pistil avec des grains de pollen qui appartiennent à une autre plante de lavande. Dans ce cas, on remarque que le pistil se transforme en fruit contenant des graines. Dans la quatrième expérience, voilà, donc on saupoudre le pistil avec des grains de pollen qui appartiennent à une tulipe. Dans ce cas, donc, comme vous le voyez sur le schéma, donc là on a une étamine de tulipe, c'est pas comme la troisième expérience, on a utilisé l'étamine de lavande. Dans ce cas, on constate que le pistil ne se transforme pas en fruit contenant des grains. Donc maintenant les questions qu'on va se poser, à partir des résultats des expériences, déduisez le phénomène mis en évidence, l'importance de ce phénomène dans la formation des fruits et les différents types de pollinisation. Donc on va passer à la correction. Pour la lavande, au niveau de l'expérience 1 et l'expérience 3, le pistil s'est transformé en fruits mûrs contenant des graines, et alors que celui de la lavande 2 et 4 ont dégénéré. Donc le phénomène mis en évidence par ces expériences est le phénomène de la pollinisation. La pollinisation, donc comme définition, la pollinisation correspond au transport ou bien le transfert des grains de pollen des étamines d'une fleur sur le stigmate du pistil de la même fleur ou d'une autre fleur, mais elle doit être de la même espèce. C'est un phénomène qui est indispensable pour la transformation du pistil en fruits contenant des grains. Donc, au niveau de la question 3, on vous a demandé de différencier les types de pollinisation. Donc, on peut distinguer deux types de pollinisation qu'on peut le tirer à partir du document. Donc, une pollinisation
qui est directe, ou bien on l'appelle également autopollinisation, comme il est montré sur le schéma, donc, comme vous le voyez sur la figure, ou bien l'expérience 1. Donc on voit que les grains de pollen de l'étamine, ils tombent sur le pistil, ou bien le stigmate du pistil de la même fleur. Donc dans ce cas, on parle de pollinisation, ou bien autopollinisation directe, ou bien autopollinisation. Donc il s'agit, ou bien c'est une pollinisation, ou bien directe ou bien autopollinisation, c'est quand les grains de pollen d'une fleur arrivent sur le pistil de la même fleur, c'est le cas de la figure 1. Et on parle également de pollinisation croisée. On a un autre type de pollinisation qui est la pollinisation croisée. C'est le cas de transfert des grains de pollen d'une fleur sur une autre fleur de la même espèce. C'est le cas de la figure 3. Remarque, donc la pollinisation croisée, elle est obligatoire pour les fleurs unisexuées et elle peut être aussi nécessaire pour les fleurs bisexuées dans le cas où la disposition des étamines est inconvenable à celle du pistil, c'est-à-dire on a des barrières morphologiques ou anatomiques, ou bien la non-simultanéité de la maturation des étamines et du pistil. Et avec ceci, on a fini la partie des exercices des semaines allant de la semaine 1 à la semaine 9 et à la prochaine, Inch'Allah.